Chers amis, bonjour et merci d'être avec nous pour ce dimanche de Souria Houria, le deuxième de ce mois et qui sera suivi le 11 avril par une rencontre avec Leila Vignal autour des transformations sociales et démographiques en Syrie et peut-être autour aussi au Proche-Orient durant ces 10 dernières années. Cette séance est consacrée au livre de Justine Ogier, par une espèce de miracle, l'exil de Yassine Hassaleh. Je vais commencer par vous présenter les intervenants, les trois intervenants. Justine est l'auteur de 3 romans, d'un livre polyphonique, c'est ainsi qu'il a été défini par son éditeur, sur Jérusalem. En 2017, elle a publié De l'ardeur, l'histoire de Razan Zeitouni, avocate syrienne, un livre qui a eu un grand retentissement et qui a obtenu le prix Renaudot Essai. Ce livre a été suivi il y a quelques mois par ce livre-là, par une espèce de miracle, l'exil de Yassine Al-Hassaleh. Catherine Cocchio est professeure à l'université de Paris 7 Diderot. Elle a déjà participé 2 ou 3 fois, je crois, au dimanche de Souria Houria, toujours présente. Et Yassine Hassaleh, écrivain syrien, ancien détenu politique, il a passé 16 ans en prison. Il s'est réfugié en Turquie en 2013. Il est maintenant réfugié en Allemagne. Il est l'auteur de 7 ou 8 titres en arabe et de 2 en français. L'un, c'est La question syrienne, je vous montre, publié chez Actes Sud en 2015-2016. Et avant, avait paru Récit d'une Syrie oubliée, sortir la mémoire des prisons. Récemment, notre ami Souad Labiz a fait publier, celle qui a traduit les lettres à Samira, paru aux éditions L'Élysière. Le livre de Justine est un livre foisonnant, écrit à la première personne du singulier, où il est question autant de Justine que de Yassine, de la Syrie que de l'Europe. Et les questions que j'aimerais lui poser sont très nombreuses à la mesure de ce foisonnement. Je vais me contenter au début pour la lancer, pour une intervention, disons, d'un quart d'heure, 20 minutes, 3 pistes. D'abord, depuis De l'ardeur, qui est une enquête à la recherche d'une Syrienne, Razan, jusqu'à par une espèce de miracle qui est sur l'exil d'un Syrien, Yassine. Pourquoi la tragédie syrienne a été pendant 5 ans ou 6 ans au cœur de votre travail d'écrivaine. Deuxièmement, pouvez-vous nous expliciter votre démarche dans ce dernier livre, parce que c'est une démarche inhabituelle, qui est entre autobiographie, biographie, dialogue intellectuel, rencontre avec des Syriens de Berlin, ce qui peut étonner le lecteur au début en commençant la lecture du livre. Enfin, qu'en est-il justement de ce dialogue intellectuel? Je sais que Yassine, ces derniers temps, était un lecteur assidu de Hannah Arendt,
de Walter Benjamin, apparemment vous aussi, et son dernier texte s'intitule Penser avec Hannah Arendt. Et là, ce serait bien que vous nous disiez en quoi ces deux grands penseurs, Arendt et Benjamin, nous éclairent sur la situation en Syrie et sur la situation dans le monde aujourd'hui. Alors, c'est à vous. Prenez votre temps et puis vous serez suivi par Catherine. Merci Farouk et bonjour à tous. C'est toujours un peu une intervention singulière, l'intervention à Souria Houria, c'est toujours un peu émouvant. Je vais essayer de répondre à vos questions, Farouk, et pour commencer, donc, rappeler comment j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire syrienne. C'est donc d'abord à travers l'histoire de Razan que j'ai découverte en même temps que celle de Yassine. En 2014, dans le documentaire qu'Ali Atassi avait consacré à Yassine, notre terrible pays. Et à la fin du film, j'ai éprouvé un sentiment de sidération très très fort en fait devant la façon dont, ça m'est apparu soudainement, avec retard, je dois dire, devant la façon dont l'opposition démocratique syrienne avait été systématiquement écrasée par le régime bien sûr, mais aussi par ses alliés objectifs que sont certains groupes islamistes. J'ai donc commencé à ce moment-là à m'intéresser à la révolution syrienne. J'ai découvert son ingéniosité, sa grande beauté. J'ai été fascinée par les récits que m'en ont fait les Syriennes et les Syriens, notamment par la façon dont la langue avait été réinvestie, réarmée par les révolutionnaires pour être à nouveau puissante. J'ai été aussi très intéressée et je dirais obligée d'une certaine manière par le travail de documentation entrepris par les citoyens et puis par les efforts de réinvention mis en œuvre dans les zones libérées. Et puis, malgré la singularité évidente de la révolution syrienne, j'ai ressenti de façon très vive une forme d'universalité. Voilà, parce qu'un peuple, tout simplement, finalement, avait pris tous les risques au nom de la dignité et de la liberté. Et non seulement cette révolution et sa richesse avaient été écrasées, mais il y avait un autre écrasement à l'œuvre, dû à l'oubli, à l'indifférence réservée par le monde, oubli dans lequel les notions de conséquences, de responsabilité s'abîment et dans lequel naît bien sûr la possibilité de l'impunité qui est à l'œuvre aujourd'hui. Et devant ce double écrasement, j'ai ressenti j'ai éprouvé un sentiment de scandale, mais aussi en tant qu'occidentale de grande culpabilité, de honte même presque à avoir découvert cette histoire tardivement et à en avoir été très loin finalement. Et c'est, je pense, dans ce sentiment-là que le désir d'écrire ces deux livres a pris naissance. Et depuis lors, je ne me défais pas de l'idée que cette histoire syrienne me concerne, qu'elle a le pouvoir de dire énormément du monde, de l'Europe, mais aussi de moi, en tant qu'individu qui cherche des voies pour tenter d'habiter de la manière la plus juste possible le monde contemporain. Donc c'est vraiment le double écrasement qui est le déclencheur. Et d'ailleurs, je pense que j'écris toujours, en fait, finalement, contre une façon qui me semble très contemporaine d'écraser le réel, d'écraser le temps en oubliant, de renoncer à la complexité du réel en privilégiant des lectures univoques, mais aussi d'enfermer les êtres en les faisant tenir dans des identités immuables et d'écraser ainsi la perspective, parce que quand vous faites ça, vous condamnez la possibilité du surgissement. Et pour faire face à cet écrasement, c'est vraiment ma méthode de travail, c'est de rapprocher des éléments, de convoquer, de citer, de recréer des liens, en fait, pour faire renaître des échos et pour refaire émerger de la densité et de l'épaisseur. Et pour en revenir à ces deux derniers livres, le sentiment que l'histoire syrienne me concernait, il n'allait pas de soi avec de l'ardeur. Et il me posait des questions de légitimité assez fortes en tant qu'occidentale, ce qui n'est pas le cas du dernier livre, parce que quand j'ai décidé de me lancer, Yassine il s'était installé à Berlin. Et là, vraiment, je pense que si je devais résumer, c'est là que ça se tient l'élan pour écrire ce livre. C'est vraiment l'idée de cet homme-là avec son histoire, dans ce lieu-là avec son histoire.
Et le sujet d'étude de Yassine à ce moment-là, déjà, c'était plus simplement la Syrie, mais c'était la Syrie et le monde. Personne pense comme lui, c'est ces deux éléments ensemble. Il écrivait que son pays n'avait plus ni extérieur ni intérieur. Et il disait aussi être venu chercher en Europe, dans l'histoire européenne, de quoi éclairer la tragédie syrienne. Et puis il y a tout un effet de miroir, effectivement, qui se crée, puisque il nous raconte aussi ce que l'histoire syrienne révèle de l'Europe. Le renoncement aux valeurs universelles sur lesquelles nous avons bâti notre projet, le scandale absolu du mépris de certaines vies, ces vies qu'on ne pleure pas, comme les appelle Judith Butler, le renoncement à l'hospitalité, l'acceptation de l'impunité et l'abandon du principe fondamental et tellement essentiel, hérité de la destruction de la Seconde Guerre mondiale, selon lequel certains crimes sont si horribles qu'ils doivent concerner l'humanité. Yassine y repère aussi une forme de syrianisation du monde, comme il dit, dans des tendances présentes au sein de nombreux pays démocratiques qui arbitrent de plus en plus en faveur de la sécurité, au détriment de la liberté et de la justice, mais aussi dans le refus grandissant dans beaucoup de ces pays de l'altérité et de la diversité, qui prend souvent la forme du rejet de certaines figures, celle du réfugié ou du musulman. Euh, donc, il s'agit de raconter avec Yassine ce que cette histoire syrienne dit de notre monde, mais aussi ce qu'elle fait au monde. Et en m'intéressant à l'exil je me suis intéressée à l'exil de Yassine, mais aussi à celui d'autres Syriennes et Syriens présents à Berlin. J'ai tenté de repérer aussi les manières dont, en fait, l'élan révolutionnaire se transformait en Allemagne et sans doute plus largement en Europe. Les Syriennes et les Syriens présents en Europe portent bien sûr avec eux la tragédie, mais pour beaucoup d'entre eux, ils ont aussi fait une expérience politique et éthique qui est extrêmement puissante, qui doit beaucoup à une imagination qui fait, à mon avis, cruellement défaut en Europe. L'Europe qui me semble très fermée à la fois dans ses frontières et dans sa manière d'envisager le monde et les identités. Donc il y a aussi la volonté de rechercher dans ce livre-là ce qui peut survivre à la destruction, ce qui lui échappe. Et je raconte d'ailleurs au début du livre comment une de mes amies, après avoir lu De l'Ardeur, était très en colère contre moi parce qu'elle avait le sentiment que j'avais révélé une situation en la laissant totalement impuissante et sans lumière devant cette situation. Dans ce dernier livre, je crois qu'il y a vraiment la volonté de me convaincre qu'autre chose que la force peut sortir de la force. Pour reprendre la phrase de Simone Veil dont est extrait le titre, une âme placée au contact de la force n'y échappe que par une espèce de miracle. Et d'ailleurs, ce que tente de poser ce titre, c'est vraiment un refus catégorique des postures cyniques. Et il me semble qu'on traverse une époque si fermée et désespérée qu'il n'y a plus de place pour le cynisme. Et j'aime beaucoup une phrase de Yannick Enel qui explique que la littérature ne peut plus faire le négatif, comme disait Kafka, parce que, et là ce sont les mots de Yannick Enel, il est arrivé quelque chose au temps, il a viré sur lui-même et en virant, a absorbé son propre négatif. Donc je crois qu'on est dans un moment où il faut réinventer des postures et c'est là que le jeu, J-E, entre sans doute en jeu, excusez-moi de ce mauvais jeu de mots. C'est qu'il s'agit aussi pour moi, à titre personnel, de repenser une façon tenable d'être au monde. Donc en fait, si De l'Ardeur s'écrivait depuis la disparition de Razan et la destruction, ce livre-là s'écrit avec Yassine et depuis le vivant. Et je vais quand même à présent dire quelques mots de Yassine. Avant de le rencontrer pour la première fois, j'avais lu donc les livres traduits en français, La question syrienne, dans lequel il raconte comme personne, je crois, la révolution, son écrasement et la trahison du monde. Et puis les récits d'une Syrie oubliée, dans lequel, à travers son expérience carcérale, il analyse le régime et raconte aussi la naissance d'une pensée et la naissance d'un homme qui se libère et qui s'immunise contre le désespoir. J'étais très impressionnée avant de le rencontrer pour la première fois, c'était à Istanbul et dans le cadre de mon enquête sur Razan. Et j'étais encore plus impressionnée après, parce que je m'étais rendu compte qu'en 4 heures d'entretien, en fait, il s'était complètement effacé pour me faire entendre qui était Razan selon lui et à quel point il était important de parler d'elle. Ce qui frappe d'abord chez Yassine, c'est la liberté, la grande liberté de sa pensée qu'il a inventée seul, en se nourrissant de ses lectures en prison. C'est la façon aussi dont il laisse son expérience se mêler à sa pensée.
alors que à mon avis, je pense que ça lui coûte. Et il y a là une grande générosité. Son histoire, comme vous l'avez rappelé, comme on le sait, est complètement mêlée à celle de la Syrie, hein, 16 ans passés dans les prisons d'Hafez al-Assad, la révolution, la tentative d'inventer une Syrie nouvelle, notamment à Douma, l'exil forcé et bien sûr la disparition de son frère et de Samira. Yassine est un homme qui vit et qui pense dans un corps qui est meurtri par la prison et l'absence. Et c'est, je crois, ce qui rend sa pensée si singulière, à la fois très lucide et brûlante. Dans le documentaire d'Atassi, j'avais été marquée par la façon dont on laissait Yassine à la fin à Istanbul, et en voix off, il y avait le texte qu'il avait écrit à Raqqa juste avant son départ. Et il disait dans ce texte redouter l'exil parce qu'il redoutait de se trouver idiot devant les choses. Et cette phrase-là, elle m'a beaucoup travaillé. Et ce que j'ai découvert lors de mes rencontres avec lui, c'est qu'en fait, il s'est nourri terriblement de cette façon d'être idiot devant les choses, comme il a dû le faire en prison d'ailleurs. Et il a ainsi réaffirmé son goût très prononcé pour l'étonnement, sur lequel il a écrit un très beau texte avec plusieurs camarades. Euh, et il s'est mis à faire appel à d'autres auteurs pour rouvrir et relancer sa pensée, ce qui me semble dans sa situation très beau, très courageux. Il a notamment entamé, vous l'avez dit, une collaboration assez incroyable avec Hannah Arendt, avec laquelle il aime penser, et avec laquelle on peut difficilement s'empêcher de trouver des ressemblances. Euh, Tous les deux ont été exposés au contact de la force et en ont réchappé. Ce sont deux penseurs qui se sont penchés sur le mal de façon extrêmement précise et implacable, avec la charge de leur histoire, mais toujours avec une grande lucidité. Et là, je voudrais juste bien dire que cette lucidité, elle a un coût élevé, en fait. Voilà. Et pour Arendt, elle a eu un coût très élevé, et pour Yassine, je crois. Deux penseurs qui ne se sont jamais laissés enfermer, qui ont continué de croire au pouvoir des mots et de la pensée, et sont restés inaptes au désespoir. Yassine se dit immunisé contre le désespoir, et Arendt, quant à elle, évoque cet optimisme forcené, voisin du désespoir. Puis bien sûr, il se retrouve, et avec Benjamin aussi, dans l'exil, ou plutôt la perspective exilique. Et là, je vais revenir donc au parallèle entre Arendt et Yassine, parce qu'il me semble aussi que tous les deux, même si Yassine est terriblement syrien et Arendt terriblement allemande, quelque part, ils ne sont d'aucune rive. Et j'avais trouvé deux images que j'ai pas pu m'empêcher de rapprocher. En fait, une, c'est Arendt qui, dans une interview, explique que lorsqu'elle parle, elle habite à la fois la langue allemande et la langue anglaise, les deux à la fois, qu'il lui faut, comme elle dit, quelque part s'établir au milieu de l'Atlantique. Et de l'autre côté, Yassine, dans son livre sur la prison, il confie avoir fait un rêve dans lequel il se retrouve au milieu d'une mer incommensurable. Et il dit éprouver là une grande satisfaction. Euh, il m'a aussi raconté qu'à Istanbul, ce qu'il préférait faire, c'était traverser le fleuve, aller d'une rive à l'autre. Et je pense qu'il se retrouve véritablement dans ce regard exilique posé sur le monde. Et il me semble que c'est une perspective essentielle, en fait, qui nourrit grandement la conversation entre soi et soi, donc la possibilité d'un comportement éthique, si l'on se réfère à Arendt, qui fait naître le mal dans cette absence même de conversation, ou à Adorno, qui écrit il fait aussi partie de la morale de ne pas habiter chez soi. La perspective exilique, elle prend aussi à rebours les rêves d'une identité immuable, et elle réactive la possibilité du politique, qui n'a de sens que s'il est expérience du pluriel. Et sur ce sujet, Yassine a écrit une phrase que je trouve extrêmement puissante et qui me nourrit déjà depuis un moment, à laquelle je reviens, que j'essaye de comprendre. Euh, il dit qu'en fait, il se demande en tout cas si la façon dont les réfugiés s'approprient le monde et l'archipel des gens de bonne conscience qui les aident, il se demande si ça, c'est pas une piste pour repenser le politique. Et, euh, et je crois à ça, et je crois que le monde a besoin terriblement de cette perspective exilique, pour les raisons que je viens d'évoquer, aussi parce que cette perspective est imprégnée d'imagination, parce que l'exil réclame une réinvention, et enfin parce que l'exil est toujours une forme de dialogue avec l'absence,
Et ici, je voudrais citer une très belle phrase de Derrida qui m'a accompagnée pendant l'écriture de ce livre. Il écrit « Il faut parler du fantôme, voire au fantôme et avec lui, dès lors qu'aucune éthique, aucune politique ne paraît possible et pensable et juste, qui ne reconnaisse à son principe le respect pour ces autres qui ne sont plus ou pour ces autres qui ne sont pas encore là. » Et je vais revenir brièvement sur ce que la présence syrienne, à mon sens, fait à l'Europe, entre autres. Je me suis intéressée aussi dans ce livre à toutes les procédures juridiques en cours en Europe, et notamment en Allemagne, où sont jugés, enfin maintenant où un homme a été jugé, un autre reste à juger, donc qui était responsable d'un centre important des Mukhabarat à Damas, Anwar Raslan, et qui est jugé par la justice allemande à Coblence, sur les rives du Rhin. Donc bien sûr, ces efforts de justice, ils sont extrêmement insatisfaisants. Ils rappellent l'immense faillite de la communauté internationale qui n'a pas pu enclencher de mécanismes permettant à une justice internationale d'entrer en jeu, et puis qui souligne effectivement qu'il n'y a pas de justice transitionnelle possible pour le moment. Mais cela dit, ces procès ils m'ont beaucoup intéressée. D'une part parce qu'ils représentent une universalité qui s'incarne et ne peut plus être soupçonnée d'impérialisme, puisqu'ils reposent sur l'idée de compétence universelle, mais ils s'inventent localement, depuis le désir de justice des Syriens. Et ils racontent aussi l'ingéniosité qui me semble incroyable et magnifique, à la fois des Syriennes et des Syriens qui se sont lancés dans ces procédures, qui ont cherché des brèches avec des activistes allemands pour trouver des brèches, s'engouffrer là. Et là, je trouve que vraiment, c'est une manière de relancer l'imagination que je trouve très, très intéressante. Et puis, ces efforts de justice, ils font vivre le travail de documentation des Syriennes et des Syriens, qui est un travail qui est, enfin, je ne vous l'apprendrai pas, indissociable de la révolution elle-même, enfin, qui est vraiment, oui, indissociable. Et ils font ainsi vivre l'élan révolutionnaire. Et là, alors je me rends compte que je n'ai pas parlé de Benjamin, mais c'est vrai que le parallèle avec Yacine, il me semble vraiment, enfin, peut-être plus fort avec Arendt. En tout cas, lui, c'est comme ça. C'est avec elle qu'il travaille pour l'instant. Mais là, Benjamin, je pense qu'on peut, nous accompagner, en tout cas, sur cette idée de prendre soin des rêves défaits, enfin, de la défaite, de la révolution qui n'a pas abouti, et des désirs de liberté et de justice des vaincus. Voilà, et de faire le pari d'en entretenir la lumière plutôt que de céder au cynisme. Et pour en revenir un instant au procès d'Anwar Raslan sur les rives du Rhin, il y a quand même quelque chose qui étonne là, qui semble assez improbable dans cette affaire et qui me ramène au miracle selon Hannah Arendt. Selon elle, le miracle, c'est le surgissement de l'improbable. Et le miracle, c'est ce qui vient faire mentir les lectures qui enferment, qui condamnent, ce qui étonne, pour revenir à l'étonnement d'Yacine, ce qui parvient à rouvrir le champ des possibles. Et il me semble qu'en compagnie d'Yacine, on peut tenter d'esquisser une façon d'être au monde qui serait faite de perspectives exiliques, d'attention aux mots, à la langue, aux fantômes, aux absents, qui serait faite aussi d'inaptitude au désespoir et d'aptitude à l'étonnement. Voilà, pour l'instant, ce que j'avais à vous dire. Farouk, il faut réactiver ton micro. C'est bon. Voilà, merci beaucoup, Justine. Merci beaucoup. Je crois qu'il y aurait pas mal de questions qui vous seront posées sur des points de détail peut-être. Et je vais laisser la parole à Catherine, qui a lu attentivement le livre et qui va écrire aussi, je crois, sur ce livre prochainement. À toi, Catherine. Vous m'entendez là, ça va? Ouais? Oui, oui. Oui, très bien. Alors, merci de m'avoir invité pour parler du livre de Justine. Moi, je voudrais juste dire que ce qu'elle a dit tout à l'heure au tout début de son propos, c'était quelque chose… Tu m'entends, Farouk? Oui, 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 oui.
c'est quelque chose, le sentiment de scandale, le sentiment de honte, c'est quelque chose que j'éprouve absolument de la même manière. En plus, j'ai l'impression d'avoir éprouvé un sentiment de répétition. C'est-à-dire que j'avais passé 15 à 20 années au fond de ma vie à travailler par le biais d'une association sur les crimes contre l'humanité, la mémoire des crimes contre l'humanité, sur la manière d'écrire leurs histoires, de comprendre pourquoi ces histoires s'écrivaient parfois si mal. Tentative aussi d'essayer de comprendre quoi faire pour les empêcher lorsqu'elles ont lieu. Là, vous avez dû voir qu'il y a une commission d'enquête commanditée par Macron qui vient de sortir, dont les résultats viennent de sortir sur l'implication française au Rwanda. En fait, l'association que j'avais créée, je l'avais entraînée en 2014 dans une commission d'enquête citoyenne sur cette histoire d'implication française au Rwanda. Bref, un travail qui avait été assez intense et même assez épuisant. Et j'avais l'impression qu'il fallait que j'arrête, que je revienne à des choses de lecture, d'écriture, de philologie. Et puis, l'histoire syrienne arrive. Je vois l'histoire syrienne qui ressemble d'abord à l'histoire des printemps arabes, à l'histoire d'une révolution. Et je crois à cette révolution. Pendant plusieurs années, je crois que cette révolution va gagner. Et en 2015-2016, je vois qu'il n'en sera rien. L'intervention russe créant un tournant dans cette histoire que j'ai vécu comme une espèce de catastrophe, en fait, de catastrophe aussi qui retirait son sens au fond aux efforts que j'avais fournis avec d'autres. Évidemment, c'est très naïf de croire qu'on peut changer le cours de l'histoire politique des choses. Mais en tout cas, j'ai vécu ça comme… Je me souviens encore d'un rassemblement à l'hôtel de ville où je me suis retrouvée avec une poignée vraiment il y avait très peu de gens. Et il y avait Véronique Naum-Grapp avec qui j'avais travaillé justement dans le passé, et on s'est dit mais c'est pas possible que ça recommence après Grosny. Et voilà, donc on a vécu ça comme un recommencement. En fait, c'est jamais un recommencement, mais moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Et à partir de ce moment-là, c'était plus possible de simplement observer. Et c'est de là qu'est né le comité Syrie Europe et qui a conduit les 3 dernières années, Farouk, tu le sais bien, au projet de la composition d'un livre noir, c'est-à-dire d'un instrument pour comprendre, mais aussi d'un instrument qui a pour perspective lointaine, peut-être utopique, mais finalement peut-être moins qu'on ne le croit, d'une justice. Et c'est cette justice aussi qui occupe beaucoup Justine dans ce livre. Alors, Justine, tu dis que ça, je ne sais pas si on se vous voit ou on se tutoie, je ne me souviens plus, que ça rouvre l'espace, la justice. Moi, je suis moins optimiste que toi, en fait, devant le droit international. Et surtout, je pense que c'est très important que cette justice commence, c'est fondamental, mais je crois que le sens de ce type d'événement ne s'épuise absolument pas avec la justice, même une fois qu'elle est rendue, si elle peut être rendue. Voilà. Je voudrais revenir en faisant peut-être une petite indiscrétion, Justine, sur la dédicace que Justine a écrite lorsqu'elle m'a envoyé son livre. Pour Catherine, ce livre en partie écrit pour tenter de répondre à la question par vous posée, Syrie, à quoi bon encore le monde ? Voilà. Et cette question « à quoi bon encore le monde ?» en fait, c'était une question que j'avais posée lors d'un colloque que j'avais co-organisé avec Nisrine Alzareh en décembre 2017. Yacine Al-Hachsalah était présent. Et donc, j'ai appris que Justine devait être présente dans le public. Et cette phrase, je l'avais empruntée à Oskar Rosenfeld, qui écrivait dans le ghetto de Lodz, des ghettos polonais de Lodz en 1942, juste après la grande rafle des enfants. Et Oskar Rosenfeld n'avait pas, c'est ce que j'expliquais dans mon intervention, n'avait pas donné de réponse à cette question, sinon de continuer à écrire au jour le jour. Et j'évoquais évidemment ces histoires d'écriture de survie où se cherchait un sens. Et je faisais des rapprochements entre l'histoire syrienne et l'histoire juive, qui n'étaient en fait qu'un moment au début de mon intervention, puisque la vraie question, c'était la recherche d'un monde au-delà de ces analogies historiques. Alors, ces analogies entre l'histoire syrienne et l'histoire juive, ou plutôt entre des travaux de mémoire et de justice qui ont lieu dans un cas et dans l'autre, Justine les multiplie et ils m'ont énormément intéressée. À certains moments, je les ai trouvés presque forcés
mais ce serait des détails. J'espère avoir l'occasion d'en discuter plus en détail avec Justine. Je ne pense pas qu'on ait le temps de faire ça maintenant. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressée dans ce livre, c'est qu'au fond, pour moi, il vaut pour sa réflexion sur ce monde perdu et qu'on cherche, qui vient accompagner la pensée du monde de Yacine. Parce que je crois que la Yacine a vraiment une pensée du monde très importante pour moi et très nouvelle. Et le livre de Justine lui fait écho, prolonge les fils qu'a tressé Yacine à partir de son expérience à elle d'un monde des faits aussi, de son point de vue à elle. Donc, ils sont tous les deux, au fond, comme nous sommes beaucoup, je pense, à être à la recherche d'un monde après la catastrophe et d'un monde dans une autre catastrophe, avec la Syrie, au fond, au milieu. Un monde qui donc est en état de déni permanent, en fait, en état de catastrophe, mais face à un réel dont il ne s'agit pas de prendre acte, qu'on ne va pas chercher à réparer, un monde donc qui marche, comme le dit Yacine, à son autodestruction. Et c'est ça qui lui fait parler de syrianisation du monde. Mais le monde, c'est aussi pour ça que la pensée de Yacine sur le monde me semble très riche. Elle est à plusieurs facettes, et c'est le monde comme ce que j'appelle, moi, le principe espérance. Parmi les références très nombreuses qu'il y a de Justine, que Justine multiplie dans les livres, dans son livre, il y a pour moi un absent qui est Hans Bloch, qui est le penseur de l'esprit d'utopie, du principe espérance, et qui est aussi d'ailleurs un autre grand hérétique, qui est venu du communisme. Mais bon, c'est une analogie là aussi qui est limitée. En tout cas, c'est le monde comme espérance. Ce monde dont Yacine veut encore parler à Samira, ce monde à qui il parle de Samira en exigeant pas seulement une vérité, mais un sens. Ça me semble très important, cette formule qu'il a en disant que les insurgés de 2011 sont devenus les prolétaires du sens, les parias du sens. Donc c'est un monde qu'il faut changer. Il y a toute cette question de la reprise de la phrase de Marx, mais qui il ne s'agit plus d'interpréter le monde, mais de le changer, mais qu'il interprète, lui, justement, tout à fait d'une autre manière, à partir du monde présent. Ce monde qui n'a pas permis donc que les choses changent en Syrie, il faut forcément le changer, et il appartient en quelque sorte aux Syriens de le changer, ou plus exactement, changer le monde, ça n'est plus une idée, c'est ce qu'il dit dans les lettres à Samira, mais c'est une destinée terrible. Et cette idée, cette phrase m'a énormément frappée parce qu'elle me semble à la fois très vraie et un projet d'une extraordinaire difficulté, c'est-à-dire comment transformer une destinée terrible en projet, en fait, en action, y compris politique. Pour moi, c'est ça la grande difficulté. En tout cas, ce qu'il arrive à faire penser, c'est que le monde ne peut être changé qu'à partir d'une expérience du monde, même si c'est celle de sa destruction, de sa nihilisation, d'un non-sens vécu par les Syriens, vécu d'une manière beaucoup trop cruelle par les Syriens. Et changer le monde, au fond, c'est d'abord peut-être refaire monde. Et ce qui m'a intéressé justement dans le livre de Justine, ce qui fait qu'elle prolonge, comme je dis, qu'elle accompagne la pensée de Yacine, c'est un livre qui tente vraiment de refaire monde par la pensée, par les livres, par l'amitié, en resserrant un réseau de relations entre des expériences différentes, des pensées différentes, à partir de ce compagnonnage amical avec Yacine exilé à Berlin et à partir de son propre sentiment d'exil. Cette mélancolie qui travaille tout le livre de Justine qui m'a frappée et dont l'amitié avec Yacine, par moments, elle dit même que ça la réveille. Il y a presque une espèce de lourdeur mélancolique qui s'abat dans le livre et qui se réveille d'elle-même en évoquant les conversations avec Yacine. Donc je vois le livre comme une rencontre et un échange entre deux déplacés qui cherchent leur place dans le monde pour des raisons profondément différentes chez l'un et chez l'autre,
Et cette rencontre, elle se fait par lecture, conversation, promenade, mais aussi rencontre commune d'autres personnes, d'autres Allemands, d'autres Syriens, dans cette Allemagne qui est comme une espèce d'épicentre de cette recherche d'un monde, parce que c'est là qu'a eu lieu une grande catastrophe historique, ou qu'est née une grande catastrophe historique au XXe siècle, et c'est là que se retrouvent beaucoup de réfugiés syriens qui donc viennent de cette catastrophe présente. Et alors, en lisant ce livre, j'ai eu un sentiment de proximité, de reconnaissance presque excessif, je dirais, parce que cette rencontre se fait à travers certains partages un partage de la culture occidentale, d'une culture européenne qui m'est tellement familière que j'avais presque l'impression d'une endogénie culturelle en lisant le livre. Arendt, Benjamin, Adorno, Kertész, Agamben, Butler, pour moi, ce sont évidemment des lectures très, très, très familières. Mais je me suis dit, il y en a presque trop en fait. C'est-à-dire que quand on retrouve en plus Derrida, Michael Fessel, Marie Cosnay-Pot Bonneville sur l'hospitalité, Bruno Latour et Morisot sur le soin de la terre, c'était presque trop. C'est-à-dire trop de signes de reconnaissance. Mais surtout pour moi, la grande question, au fond, c'est c'est d'ailleurs une question que j'ai posée à Yacine, qu'est-ce qui fait que l'expérience syrienne, puisqu'il pense vraiment avec son expérience, et c'est ça qui est si précieux, lui a fait rejoindre ces penseurs-là, mais aussi peut-être les dépasser, c'est-à-dire lui faire penser autre chose que ces penseurs-là, et en tout cas très clairement penser autrement. Pour moi, c'est cet autrement qui m'intéresse, et cette autre chose qui fait que non seulement il retrouve ses penseurs, mais il va ailleurs et il peut aussi transporter cette culture ailleurs que là où elle est. Alors, parmi ces références, il y a donc Arendt, qui revient plusieurs fois dans le livre comme une espèce de faisceau de pensée, et avec ce centre de gravité qui est très fort, qui est l'entretien avec Gauss, alors qui pour moi aussi est un moment depuis longtemps très important, où elle dit donc que la réconciliation avec ce qui est arrivé est impossible, cette phrase qui fait venir les larmes à Yacine, Yacine qui dit de Arendt qu'elle est son héroïne à présent. Et alors cette Arendt, c'est à la fois, me semble-t-il, celle du fameux souci du monde, de ce qu'elle appelle l'amor mundi, de la politique comme expérience de la pluralité, puisqu'elle construit un concept politique de monde à partir de cette question de la pluralité, et celle aussi surtout peut-être du miracle des commencements. Les Syriens sont forts en commencement, dit Yacine, mais ce qui me semble aussi très précieux, c'est que Arendt essaye, elle a toute une tentative de penser la suite, l'après des révolutions, et pas seulement l'après des catastrophes. Il y a par exemple aujourd'hui un penseur, enfin pas aujourd'hui hélas puisqu'il a disparu il y a 2 ans, c'était un ami, il était d'ailleurs présent au colloque de 2017, c'est Étienne Tassin. Étienne Tassin est un très grand lecteur de Hannah Arendt. Il a consacré à Hannah Arendt un magnifique livre qui s'appelle Le Trésor perdu, expression qui chez elle désignait la révolution, cette révolution qui ne fait qu'apparaître, disparaître, qui clignote, etc. Et il a fait aussi plusieurs livres, dont un qui s'appelle sur le cosmopolitisme à partir de la condition des réfugiés, un livre qui s'appelle Un monde commun, un autre livre qui s'appelle Pourquoi agissons-nous, c'est son tout dernier livre, et c'est un livre, à mon avis, très précieux pour penser l'après. Pas seulement l'après des catastrophes, mais l'après des révolutions, et à partir d'un présent où le monde ne cesse de sembler se défaire. Alors après, il y a la question du monde de l'autre, pas seulement la question du monde, c'est la question de quel monde on fait partie, et est-ce qu'on peut faire partie du monde de l'autre. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aussi intéressée dans le livre. Lorsque Yacine parle, ou je crois Justine parle à Yacine d'un livre de Arendt sur Benjamin, Yacine dit « Je fais partie de ce monde maintenant ». Et au fond, c'était tout le sens de sa démarche européenne qu'elle explique. Et moi, j'ai bien aimé en savoir justement plus sur sa démarche de quitter Istanbul pour Berlin, qui était aussi liée à une évolution de sa pensée vers des questions d'esthétique et à réfléchir donc le lien entre pas d'esthétique, d'éthique, pardon, et à réfléchir sur le lien entre l'éthique et le politique, qui le mène vers toute cette réflexion sur l'identification du personnel et du politique, qui lui fait voler aux féministes leur adage,
comme il le dit dans Lettres à Samira. Et puis symétriquement lors d'un rassemblement de Syriens à Berlin, Yacine dit à Justine, tu fais partie de notre monde à présent. Et il me semble que c'est un livre sur la syrianisation du monde, comme le dit Yacine, mais d'abord sur la syrianisation de Justine Ogier. Là aussi, je m'assure, moi j'ai éprouvé un fort sentiment de familiarité parce que ça renvoie à quelque chose qu'on a du mal à expliquer. Elle a essayé de l'expliquer tout à l'heure, Justine, au début, mais on ne sait pas expliquer au fond pourquoi on va là exactement. Mais il me semble qu'il y a quelque chose d'assez à la fois pour moi mystérieux, mais de très important. Pourquoi on se syrianise en France, se syrianise en ce sens-là, quoi. Pourquoi comme ci, pourquoi comme ça? Et j'ai repensé à toute une chaîne de syrianisation française, de femmes, avec Nathalie Bontemps, Les gens de Damas, Cécile Aignon, Le fil de nos vies brisées, et puis voilà Justine Ogier avec De l'ardeur et ce livre sur Yacine, tout ce déplacement vers la Syrie qui, elle, l'a fait aller en Allemagne et non pas en Syrie, contrairement aux deux autres, hein, à cause de cet exil. Et avant tout, toutes ces amitiés-là, j'ai repensé bien sûr à Michel Seurat et à ce fameux film Mon ami Michel Seurat. Il me semble qu'on pourrait aussi écrire une histoire des amitiés françaises au fil de l'histoire syrienne, des amitiés françaises, pas au sens politique, pas au sens des amitiés franco-syriennes, du type de celles qu'on a vues à l'Assemblée nationale, tout à fait en vain, là. Voilà, des amitiés réelles. Alors évidemment, les comparaisons sont limitées, sont des démarches complètement différentes. Hein. Évidemment, la démarche de Seurat a été tellement risquée, incarnée, elle a été dramatique, tragique même. Mais il me semble qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à comprendre là. Alors, en lisant le livre de Justine, je me suis dit, au fond, est-ce qu'il y aurait un reste d'orientalisme dans cette amitié, dans cette syrianisation française de certaines personnes, ou est-ce que ce désir d'approcher ceux qui ont vécu le pire pour comprendre comment ils survivent au pire, comme disait Justine tout à l'heure, comment on peut dépasser la destruction? Est-ce que c'est une manière presque de leur voler leur énergie, de trouver dans leur énergie une force? Mais il y a aussi peut-être quelque chose, je repense à une phrase de Yacine qui m'avait frappée, je ne sais plus dans quel livre, peut-être c'est dans La question syrienne, quand il dit « Notre histoire globalement fut celle d'un brassage et d'un partage ». Et ça me semble important, cette expérience du partage, même si le partage syrien, le brassage syrien a très mal tourné. Mais il me semble que c'est une expérience qui a existé et qui existe toujours, en tout cas j'ai l'impression parmi les Syriens que je connais. Le livre de Justine acquiesce, elle dit « J'appartiens à votre monde », oui, mais elle dit aussi « Non, j'appartiens pas ». Elle dit les limites de cette appartenance au monde de l'autre, les limites de cette rencontre des mondes. Et Yacine lui-même aussi, je crois, puisqu'il dit à la fin à Justine qu'il a envie désormais de revenir à des lectures arabes. Et ça fait presque du bien, en effet, parce qu'il me semble que c'est dans le va-et-vient, en fait, que tout l'intérêt se trouve. Et il me semble aussi, d'ailleurs, que Justine regarde le monde de Yacine autant qu'elle y entre. Elle décrit sa situation de familiarité, mais aussi de distance. Elle éprouve, comme elle dit, le vertige de se retrouver face à l'histoire d'un autre, et une histoire particulièrement vertigineuse. Et moi, ce vertige aussi, j'ai l'impression de le connaître, mais ma solution à moi, c'est de m'accrocher, disons, à des textes, aux textes par lesquels cet autre a soigné son propre vertige devant son histoire. Et le livre de Justine m'a renvoyé aux lettres à Samira. C'est pour ça que j'écrirai sur le livre de Justine après avoir écrit sur les lettres à Samira. Finalement, il y a un compte-rendu qui doit sortir dans la revue En entendant Nado. En tout cas, il m'a semblé que le livre de Justine était un effort pour trouver place, pour prendre sol, pour prendre corps aussi, pour tenter d'incarner sa pensée, puisque c'est ça qu'il fait profondément, c'est penser à partir de l'expérience et d'une manière la plus incarnée possible. En tout cas, en lisant ce livre, je me suis sentie délivrée de quelque chose. Je me suis dit, tiens, voilà quelqu'un qui ne me demandera pas pourquoi je m'intéresse à la Syrie, ou ce que je cherche à travers toutes ces atrocités, qui est une question parfaitement exaspérante, mais aussi désespérante au fond.
Yacine parle à Justine à un moment de la difficulté qu'ont parfois les Syriens de se retrouver face à des gens qui sont des Français ou des Allemands, qui sont restés parfaitement étrangers à tout ça, et qui posent une question innocente qui peut faire s'effondrer les Syriens et les pousser à rester entre eux. Et moi, je pense très souvent à ça. Je pense, par exemple, aussi à mon père qui, un jour, a interrogé une amie rwandaise que j'avais aidé à écrire son témoignage, à éditer son témoignage. Et il lui a demandé, en mon absence, mais pourquoi les Hutus haïssent tellement les Tutsis? Question innocente, mais qui devait être parfaitement désespérante. Et elle me l'a raconté avec le sourire. Et ce sourire-là, d'ailleurs, cet humour-là, ben, je le reconnais en fait entre mille. Et il me semble que je l'ai reconnu. Je l'ai reconnu parmi les Syriens. J'en ai reconnu quelque chose parmi les Syriens. C'est pas un humour noir, c'est un humour, c'est un sourire très, très particulier. Peut-être qu'il est lié à ce fameux optimisme forcené qui confine au désespoir, hein, comme dit Arendt. Et là aussi, ce que fait Yacine, le travail de précision vraiment que fait Yacine, presque anthropologique, je dirais, pas seulement philosophique, sur les formes différentes de désespoir et les formes différentes d'espoir et le lieu où l'espoir et le désespoir s'identifient pratiquement et deviennent un désir de vie, en fait. Tout ça, moi aussi, m'a renvoyé beaucoup à Walter Benjamin, qui est un penseur qui depuis le début, voilà, nourrit profondément ma pensée, peut-être le penseur qui est pour moi le plus précieux pour moi, avec Arendt, avec aussi peut-être Imre Cartes, et c'est Benjamin qui a cette formule, c'est au désespéré seul qu'a été donné l'espoir. Alors pour finir, je voudrais juste évoquer le livre qui en fait est en creux dans le livre, celui qui donne pourtant à ce livre son titre, c'est-à-dire le livre de Simone Weil, l'Iliade ou le poème de la force, qui est donc un livre qui a paru en 1940-1941. Il y a toute une espèce d'ironie du sort dans le fait, ou d'humour peut-être justement, dans le fait que ce livre qui a donné au livre de Justine son titre ait été perdu par Yacine. Hein, il l'a perdu en allant en Hongrie, à Budapest. Voilà. Je me suis dit, peut-être c'était trop. Arendt, ça va, Benjamin, ça va, mais Simone Weil, à la fois juive, chrétienne, ultra-française, ça faisait trop. De Grèce aussi, enfin tout ça. Mais moi je ne crois pas finalement, parce que je crois au hasard. Je voudrais juste rappeler donc ce que dit Simone Weil, qui est aussi pour moi un penseur, une penseuse, je sais pas comment on dit, très importante. Et elle dit, elle a cette extraordinaire lecture de l'Iliade d'Homère, et elle dit qu'il y a un sentiment de misère humaine qui saisit le lecteur de l'Iliade et qui vient des dégâts qu'engendre la violence sur les âmes. Et je crois que ce dont nous parle Yacine aussi, c'est des âmes. D'ailleurs, c'est, je crois, à l'âme de ses deux parents qu'il a dédié les récits d'une série oubliée, si je ne me trompe. Et au fond, c'est aussi de ça que parle l'ancien communiste, hein, c'est des âmes, je crois. Et Simone Weil dit donc, une âme placée au contact de la force n'y échappe que par une espèce de miracle. Elle dit aussi, il n'est possible d'aimer et d'être juste que si l'on connaît l'empire de la force et si on sait ne pas la respecter. Et il me semble que la pensée d'Yacine, c'est une grande école d'irrespect et de mépris pour la force, liée à l'expérience d'une perte multiforme, d'une perte infinie, mais qui lui fait produire une pensée d'une grande force, mais évidemment une force d'une autre nature, hein, qui est cette énergie qu'on vient, je crois, chercher. Et qui est énergie aussi, qu'on vient chercher aussi, en tout cas en ce qui me concerne, parce qu'elle fait toujours revenir de l'éthique au politique. C'est-à-dire que du miracle à la Simone Weil, on revient au miracle à la Arendt, celui du recommencement, du commencement qui rend toujours possible les révolutions. Voilà, excusez-moi, j'ai été un peu longue. Merci beaucoup, Catherine. Magnifique exposé. Et j'ai hâte de lire le texte dans la revue. Maintenant, je vais passer la parole à Yacine. Bon,
Et s'il n'a pas lu le livre, il le dira. Je lui ai demandé quand même de dire quelques mots sur ça. Il a préféré écrire un petit texte. Il va lire quelques passages en arabe et je vais le lire en français. Après quoi, je redonne la parole à Justine pour commenter tout ça. Yacine, à toi. لا الكلام. شكرا فاروق، شكرا. هلا انا ما فهمت شيء من اللي انحكى تقريبا يعني، وما قرات الكتاب، فراح اكون مسلح بشجاعه جاهل على انه احكي يعني انطباعات ارجو ان لا تكون يعني شديده الضلال. يعني كتاب جوستين بصوره ما هو كتاب عني، لكن لم اقراه ولا استطيع ان اقراه في وقت قريب، وبالتالي لا استطيع ان اقول لا استطيع قول كلام مفيد عنه. افترض ان هذا وضع غير مألوف، لكن اجده دالا وطريفا، دال على عالم متمازج ومتشوق في الوقت نفسه، تتقاطع الدروب فيه وتتشابك الهويات والتماهيات. ونتبادل لعبة المرايا، نرى أنفسنا منعكسين في كلمات غيرنا وأفكاره وشغفه. والوضع طريف من حيث أنه يثير التأمل في الصورة المتشكلة. هي صورة من منا؟ صورة لجوستين أو أم لي؟ جوستين نفسها لم تبدو منذ صدور الكتاب قبل ما يقترب من 3 أشهر مهتمة معنية بأن أكون صورة محددة عنه، لعلها تسلى بالصور المتغيرة أو المتعددة التي أكونها عن كتابها. هل أحب أن أقرأ الكتاب مترجما؟ لا أعرف بالفعل، ولا أراني متلهفا على ذلك. ربما أسأل أصدقائي لأعرف ما يقولون في شأنه، وهذا ما فعلته سلفا في الحقيقة. سألت صديقات وأصدقاء، ولا يبدو أني حصلت على ما يشفي الغليل بخصوص الكتاب. لا يبدو أنه يمكن شفاء الغليل بشأن مضمون كتاب دون قراءته بإمعان، وهو ما لا أظن، ما لست متأكدا من أني أريد فعله. لكن تكون لدي انطباع مما سمعت أن الكتاب كان من بين أشياء أخرى تأمل ذاتي لجوستين في أوروبيتها وفي سياستها وفي العدالة كقيمة كونية جامعة. بصورة ما كان كاتب سوري لاجئ مرآة لكاتبة فرنسية تعيش في بلدها. كان مفهوما أكثر أن تكون الغائبة العظيمة رزان زيتونة، وقد ألفت جوستين عنها كتابا استحق ثناء واسعا، هي مرآة جوستين. فهم امرأتان من جيل واحد وتماهي بينهما منسور. وبدا لي محققا وقتها كانت جوستين تعمل على كتابها عن رزان، وتعرفنا بالحقيقة أثناء عمل جوستين على الكتاب لاغدو. رزان غائبة، أنا حاضر. هل يحدث هذا فرقا؟ هناك حوار ممكن طبعا في حالتنا، هناك حوار ممكن، هناك جدل واستضافة، هناك مقاومة وتلاقي، هناك رؤية عبر المرآة وانكسار للنظرة. بالمقابل لم تحاور جوستين رزان مثل ما نعرف. أفترض أنها عملت على استحضارها، حاورت غيابها. وأخمن أن وراء دوري كمرآة لجوستين تصور العالم المشترك بيناتنا، هو تصور بالحقيقة صار مركزي بشغلي بعد الثورة السورية. وأظن يعني من الشوي اللي فهمته من حكي جوستين وكاترين إنه أشاروا لهالنقطة Civilization of the World، يعني هالأفكار. ويبدو لي إنه تصور العالم أساسي عند جوستين. كمان نحن ننتمي إلى عالم واحد نشعر أنه معتل ويتعامل مع عالميته باستهتار مخيف. أقدر أن جوستين تريد القول أن تواريخنا المختلفة جدا في الظاهر مصنوعة من المتاع البشري نفسه في جدلية بين العالم والمختلف. هلا أنا مشان الوقت راح أتوقف هنا، فاروق راح يكمل قراءة النص كاملا. Bon,
je vais lire le texte complet en français. Ce livre me concerne directement, mais je ne l'ai pas lu. Et ne connaissant pas le français, je ne pourrai pas le lire avant longtemps. Je ne pourrai pas donc m'exprimer utilement là-dessus. Je suppose que cette situation est inhabituelle, mais je la trouve significative et quelque peu amusante. Elle est significative parce qu'elle renvoie à un monde à la fois soudé et éclaté, où les chemins se croisent, où s'articulent les identités et les identifications, où nous nous tendons réciproquement des miroirs et nous voyons dans les mots des autres leurs idées et leurs préoccupations. Situation amusante aussi parce qu'elle incite à méditer l'image qui se forme sous nos yeux. C'est celle de qui, finalement, cette image? Depuis la publication du livre, il y a 3 mois, Justine m'a semblé peu désireuse que j'en ai une idée très précise. J'en ai plusieurs, mouvantes, et cela peut-être la réjouit. Est-ce que j'aimerais lire une traduction de ce livre? Je n'en sais vraiment rien, mais je ne suis pas très pressé de le faire. Il me semble, en tout cas, que je demanderai plutôt à mes amis de me dire ce qu'ils en pensent. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai posé la question aux amis qui m'en avaient parlé, mais leurs réponses ne m'ont pas satisfait. J'ai compris toutefois que le livre était, entre autres, une méditation de Justine sur son européanité, sur la politique et sur la justice comme valeur universelle. Un écrivain syrien, réfugié en Allemagne, a été d'une certaine façon le miroir d'une écrivaine française qui réside, elle, dans son pays. Je me demande, n'était-il pas plus compréhensible que la grande absente, Razan Zeitouni, à laquelle Justine avait consacré un ouvrage très apprécié par les lecteurs, fut son miroir. Ce sont 2 femmes et de la même génération, et l'identification de Justine à Razan me paraissait évidente quand elle écrivait son livre de l'ardeur. Or, Razan est absente et je suis présent. Justine pouvait dialoguer avec moi, se saisir du reflet de son regard dans le miroir. J'imagine qu'elle s'était représentée Razan et dialogué avec son absence. Justine m'a choisi comme miroir parce qu'elle a une certaine vision du monde et que l'état du monde est au cœur de ma réflexion depuis le déclenchement de la Révolution. Nous appartenons, elle et moi, au même monde et sentons tous les deux qu'il est détraqué et qu'il se comporte avec sa mondialisation avec une terrifiante désinvolture. Je suppose qu'elle veut dire que nos histoires sont très différentes en apparence, mais qu'elles sont faites du même matériau humain dans la relation dialectique entre l'universel et le spécifique. Il y a probablement aussi dans ce choix quelque chose d'autre, la condition diasporique. J'ai fait la connaissance de Justine à Istanbul en 2016, pendant qu'elle préparait son livre sur Razan. J'étais depuis 3 ans réfugié en Turquie. Nous nous sommes rencontrés ensuite à Berlin, où elle s'est rendue plus de 10 fois entre 2018 et 2019. Et à chacune de ces visites, nous nous sommes revus 2 ou 3 fois. Là, à Berlin, elle a eu l'occasion de s'entretenir avec des amis syriens, hommes et femmes. La diaspora syrienne est passionnante, surtout en Allemagne, où elle compte près de 800 000 personnes. Tout un monde qui s'installe dans un autre, inopinément, à la recherche d'une vie qui ressemble à la vie. Justine est elle-même diasporique. Il me semble qu'elle n'aime pas Paris. En revanche, sa connaissance du Proche-Orient n'est pas entachée de rapports de pouvoir comme ceux de beaucoup de journalistes et de chercheurs.
Et là, n'oublions pas, oser écrire un livre sur Jérusalem, sujet fort périlleux. J'ajoute, ce qui n'est pas sans rapport avec le monde ni avec la condition diasporique, que nous avons toujours échangé en globish, c'est-à-dire l'anglais simplifié, pratiqué partout par ceux qui sont contraints de communiquer en anglais. Or, cet anglais n'est pas la langue maternelle de Justine, ni la mienne, ni celle des Anglais. Elle manque de vocables, d'expressions, de proverbes et de métaphores. Pouvons-nous exprimer rigoureusement nos idées et nos sentiments dans une telle langue? Beaucoup de choses se perdent, évidemment, et ce qui se perd est caractéristique de la mondialisation comme elle va, fortement diasporique, productrice d'un nomadisme à l'échelle du monde. Des êtres humains arrachés à leur société et qui tendent à ne pas reconnaître les frontières d'État qui arrachent et n'intègrent point. Il arrive même que ces États se glorifient d'avoir déplacé jusqu'au tiers de leur population, comme l'a fait un certain Bachar al-Assad. Mais il y a autre chose. Une écrivaine française raconte une histoire syrienne qu'elle estime encore la sienne et celle du monde. C'est l'histoire de sociétés post-migration ou post-migratoires, instables dans leurs anciennes identités et brouillonnes dans leurs approches des nouvelles formations sociales métissées. Nous en voyons un exemple en France avec la campagne contre le séparatisme islamique ou contre l'islamo-gauchisme et toutes les réactions macartistes à la condition post-migratoire. Il est une dimension militante dans la démarche de Justine. Elle a consacré des années de sa vie pour écrire 2 livres, l'un sur une Syrienne, l'autre sur un Syrien, donc sur la Syrie. Cela rappelle Jean Genet et sa relation aux Palestiniens. Il s'agit aussi, dans les deux cas, de la France, de l'Europe et du monde. J'aime croire que Justine ne veut être française ou européenne qu'avec la médiation de personnes à l'identité blessée, comme le sont les Syriens. Voilà, j'ai terminé la lecture de ce texte de Yassine et j'aimerais demander à Justine de réagir et puis à vous tous de poser des questions ou de réagir à ce que vous avez entendu. Et je vous précise que nous devons arrêter à 18h30. Justine? Merci beaucoup, Farouk. Et merci, Yassine, pour ce texte. Très, très beau et très riche. Je fais un petit détour juste une petite réponse à Catherine. Merci beaucoup, Catherine, pour ton exposé et tous ces points que tu soulèves, cette familiarité qui est là. Et enfin, je ne sais pas, quelque part, elle me réconforte, cette familiarité. Mais juste un point, tu parles tu as mentionné le fait que je citais des auteurs contemporains, Fessel, Latour, Morisot, etc. Et là, il y a quelque chose de très précis pour moi qui était très important. C'était vraiment une tentative de raccrocher 2 champs parce que je suis évidemment passionnée par tout ce qui se produit en termes de pensée autour du vivant, etc., du lien au vivant, mais je trouve qu'il y a là-dedans un absent phénoménal et c'est l'homme, quoi. Et c'est le rapport à l'autre et qu'on développe à la fois ce champ de pensée très, très riche et qu'à côté de ça, on est dans ce scandale du mépris de certaines vies. Donc, j'ai très à cœur d'essayer de rattacher ces réflexions, de les rattacher ensemble. Voilà. Donc, je voulais juste faire ce petit détour-là. Et oui, Benjamin, je voulais juste ajouter à l'espoir qui est pour les désespérés, évidemment, et aussi la nécessité d'organiser le pessimisme. Et ça, je trouve que c'est très, 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 très beau et très riche aussi. Yassine, je suis désolée, je ne suis pas peu désireuse de
Donc, c'est la première fois que je te tutoie, je crois, donc, puisque c'est la première fois que je m'adresse à toi en français. C'est très étrange. Je ne suis pas peu désireuse de te raconter, mais c'est vrai que c'est un objet qui est complexe. Donc, je t'en dis ce que j'en peux, mais je ne sais pas, je ne suis pas sûre qu'il s'agisse d'une affaire de miroir entre toi et moi. Je pense qu'il y a naturellement des effets de miroir, ça c'est certain. Euh, mais il me semble qu'il s'agit plutôt d'une conversation et d'une histoire pour moi d'amitié. Enfin, moi, ce qui m'a aimanté, ce qui m'a fait faire ces allers-retours, c'est bien, c'est bien ta présence, c'est bien cette amitié naissante. Voilà, donc c'est pas, je ne crois pas qu'il s'agisse d'une simple affaire d'effet de miroir et là-dessus, je reviendrai à ce qu'a dit Catherine, que j'ai trouvé très beau sur l'idée du partage, partager ces mondes. Et je pense que pour moi, c'est plus de cet ordre-là. Enfin, en tout cas, ça vient s'ajouter à l'idée d'un effet de miroir. Et j'étais assez sensible aussi à ce qu'a dit Catherine sur cette attirance pour une sorte de force. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire enfin, moi, à titre personnel, savoir qu'il y a des milliers de personnes qui ont cette expérience, qui sont arrivées en Europe, oui, il y a une mélancolie parce que l'Europe, elle me semble tout à fait assiégée en fait. On est il ne s'agit pas de faire des comparaisons malheureuses, mais c'est vrai on est dans un présentisme terrible et être dans une difficulté à se projeter qui est très, très grande. Donc oui, bien sûr qu'il y a une attirance très forte pour cette force-là de qui a tenté enfin, de créer des brèches dans ce réel assiégé. Euh, euh, voilà ce que je peux dire rapidement, et puis je voudrais peut-être laisser la parole s'il y a des questions. Qui voudrait poser des questions à Justine ou à Catherine? J'ai vu qu'il y avait avec nous Sophie Bessis, qui vient de publier, je crois, aussi un livre sur Hannah Arendt. Et j'aimerais bien qu'elle nous dise ce qu'elle en pense de ce qu'elle a entendu. Il y a aussi une question de Abdelhamid Sayed tout à l'heure. Ouais. Abdelhamid demande en fait la parole, à moins qu'on réponde à ta question, Faro. Non, vas-y. Abdelhamid, tu peux activer ton micro et puis pour les autres, vous pouvez lever la main et puis après on donne l'ordre, enfin les paroles dans l'ordre. Merci beaucoup. Vous m'entendez là? Oui. Merci beaucoup. Donc, on aura bien compris la pensée de Hannah Arendt sur le mal et la résistance au mal, la condition du réfugié, la révolution, le totalitarisme irriguent bien les réflexions de Yassine sur la condition syrienne. Et bien sûr, Arendt est bien présente dans le livre et les efforts de lutter contre l'impunité pour la Syrie sont aussi bien présents dans le livre. Mais je poserai une question provocatrice. Qu'est-ce que Hannah Arendt, qui a écrit Eichmann à Jérusalem, peut dire sur la question de l'impunité et les efforts de justice dans le cas syrien? Je sais que ce questionnement est un peu présent en filigrane dans le livre et même dans les réflexions de Yassine, mais je souhaitais vous entendre tous les trois sur cette question.
Je poserai peut-être cette question en arabe aussi pour Yassine très rapidement. ياسين سؤالي لك حنا أرنت اللي كتبت آيشمان في القدس ماذا كانت لتقول حول مسألة العدالة ومسألة مكافحة الإفلات من العقاب وكل الجهود المبذولة حالياً في الموضوع السوري لمكافحة الإفلات من العقاب ماذا كانت لتقول؟ شكراً. السؤال مطروح علي بس عبدو للجميع. بفضل هلا بجاوب انا بالاول بحكي كلمتين. طيب يعني بتخيل انه غياب العداله العقابيه بسوريا بتخلي السماح او الغفران مستحيل. اعتقد هي فكره اساسيه بالحقيقه، يمكن علقت عليها بعض شغلي عن حنا أرنت، انه لا يمكن غفران ما ليس في اطار العداله، سواء بسبب هول الجرائم مثل جريمه ايخمان مثلا، او بسبب حصانه مرتكبي الجريمه مثل الحكم الاسدي اللي محمي واللي غير مستهدف عموما. يعني ما يجري في كوبلنز وقد يجري هنا وهناك مهم، ولكن ليس باطار عداله عامه لسوريا. يعني يمكن يقتضي الامر شويه تفاصيل اكثر، لكن انا اعتقد انه هي نقطه مهمه بشغل أرنت. بحب جدا تفكيرها حول ايخمان، انه انت ما اردت ان العيش مع اليهود على هذا الكوكب، ويجب الا توجد على الكوكب اللي ضل من اليهود بعض من لم يقتلوا. يعني منطق قوي، واعتقد ممكن استخدام ما يشبهه بخصوص محاكمه بخصوص الحكم الاسدي. ما ارادوا، وخصوصا فكره التجانس تبع بشار الاسد، لم يرد انه يحكم مجتمع متنوع، واذا يعني يجب ان ينال العقاب المستحق لحدا مسؤول عن نظامه، طبعا عن مئات الالوف والتهجير وينظر للفكره ايضا. يعني هي الاشياء اللي تخطر لي مبدئيا عبده. Oui, en résumé, Abdelhaï, en résumé, Cindy qu'il pense que dans un cas comme dans l'autre, le pardon est impossible et l'oubli est impossible, et qu'il est finalement nécessaire, indispensable, incontournable, disons, que les criminels soient punis, et que justement dans notre cas, le fait que les criminels ont été protégés jusqu'à pendant longtemps pose un véritable problème sur l'impunité des criminels aujourd'hui. Voilà, sinon je n'ai pas retenu tout ce qu'il a dit, j'ai oublié, je crois, quelque chose. Mais voilà l'essentiel de sa réponse. Autre question, autre intervention? Peut-être je voudrais peut-être juste dire un mot. Pour moi, vous m'entendez? Oui. Ouais.
En fait, pour moi, Hannah Arendt, ce n'est pas du tout quelqu'un qui va nous aider dans ces régions-là, sur la justice, l'impunité. Ce qu'elle a réfléchi dans Eichmann à Jérusalem, c'est la question de la banalité du mal, quoi. C'est-à-dire la destruction de la pensée lorsqu'elle est déconnectée de l'empathie. En gros, je pourrais résumer les choses comme ça. Et je trouve que c'est là qu'elle peut retrouver un intérêt, une pertinence pour penser ce qui se passe en ce moment même encore en Syrie. Elle a dit par ailleurs, elle a fait la critique de la machine juridique israélienne, très sévère, et elle a par ailleurs, dans l'impérialisme, elle montre à quel point elle est méfiante à l'idée d'un gouvernement mondial qui prendrait en charge une justice internationale, un droit international. Sur la question de la justice, c'est pas ça qui visiblement l'intéressait le plus, à mon avis. Ce qui l'intéressait davantage, c'est la question de la destruction de la vérité. C'est-à-dire comment la vérité n'était pas détruite en tant que substance, mais en tant que possibilité de s'orienter dans le réel. Voilà, pour elle, il me semble que ce que mettait à mal profondément les politiques les plus destructives, totalitaires, c'était ça. C'était au fond pas seulement la destruction du sens, mais la destruction de la croyance en la vérité, en fait. Mais bon, c'est une autre question du même coup. Justine, vous voulez ajouter quelque chose à ça? Catherine l'a rappelé, ça a beaucoup coûté à Hannah Arendt d'ailleurs dans ses amitiés, parce qu'il y avait plusieurs sujets sur lesquels elle s'est brouillée après avoir écrit sur le procès d'Eichmann, mais une des raisons, c'est sa critique effectivement de l'utilisation par l'État israélien naissant de ce procès. De ce point de vue-là, je pense que ce qui se passe en Allemagne, en tout cas, ne peut pas être suspecté. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Ne peut pas être suspecté d'impérialisme, d'occidentalocentrisme. Et c'est quand même, évidemment, c'est très ténu, mais c'est quand même quelque chose d'assez important sur lequel, il me semble, on peut bâtir quelque chose. Ensuite, oui, Hannah Arendt, on n'y peut rien. On a sa grille de lecture, elle est quand même présente quand on aborde ces questions du mal, de la langue des criminels, etc. Donc, c'est vrai qu'elle nous accompagne quand on. Alors, Anwar Raslan, il n'a pas, contrairement à Eichmann, il a décidé de garder le silence. Il a juste fait lire un texte au début. Et il y a des choses évidemment qu'on retrouve, comme l'obéissance à la loi, comme cette langue chargée de clichés, cette langue vraiment administrative qui est très similaire à celle d'Eichmann que décrit Arendt. Donc, elle a quand même. On est imprégné, je dirais, de sa grille de lecture quand on considère un procès comme ça. Okay. Sophie? Oui. Elle a fait une apparition et puis elle a disparu. Non, Je peux dire quelque chose, Farouk? Oui, mais bien sûr. Moi, je pense, du côté Eichmann, moi, je le place du côté de bourreau et du côté du tortionnaire qui ont fait torturer les gens dans les prisons chez nous, plus que d'une... Et le résultat, Eichmann, c'est le résultat comment une dictature ou un régime peut voler l'humanité de l'autre pour pouvoir torturer autant, pour pouvoir envoyer les gens à la mort. Donc, la banalité du mal chez Eichmann, pour moi, c'est une grande question, mais ce n'est pas la question pour nous, les Syriens. OK. Sophie? Je peux demander à Justine qu'est-ce qui la dérange si Yassine voit que le travail qu'elle a fait en miroir. OK. Merci.
Non, non, ça me dérange pas. Enfin, de toute façon, c'est amusant là. On s'amuse parce que évidemment, il a des retours. Je lui donne des éléments et il se construit son image. Bien sûr qu'il y a des effets de miroir. Ce que je voulais dire, c'est qu'il ne s'agit pas simplement il s'agit pas de ça. Il s'agit aussi vraiment d'une rencontre et d'une conversation. Parce que pour moi, de toute manière, les orientaux et les occidentaux, ils se voient en miroir. Il y a un échange entre les deux mondes qui a un effet de miroir. On ne peut pas oublier ça. Okay. Oui. Sophie qui voulait parler. Il faut réactiver le micro. Non, moi, j'ai été tout à fait passionnée par ce que vous avez dit tous, dans la mesure où j'ai travaillé par le biais d'un petit texte que je viens d'écrire et qui est une lettre à Hannah Arendt, en fait, qui s'appelle Je vous ai écrit, à Hannah Arendt, et dans ce petit texte, eh bien, j'aborde à travers les écrits de Arendt, effectivement, la question de l'altérité, la question à travers deux sujets, évidemment, qui n'en font qu'un en définitive, qui sont l'israélo-palestinienne et les rapports judéo-arabes. Et j'utilise Arendt, si je peux dire que j'utilise Arendt. Non, je lui écris, je m'adresse à elle et j'utilise ses concepts et j'utilise ses écrits pour essayer de décrypter la question des nationalismes qu'elle a abordée, parce que je crois que dans les écrits politiques d'Arendt, sa critique des nationalismes est absolument fondamentale. Donc, j'aborde la question des nationalismes et j'analyse à travers Arendt la question du sionisme et la question des nationalismes arabes, donc la question de l'altérité, mais je la conteste également dans son rapport, je conteste, très modestement, bien évidemment, mais ce que j'appelle son européanité, c'est-à-dire sa méconnaissance absolue de ce qu'elle appelle l'Orient. Et donc, je croise trois problématiques, disons, celle de l'altérité et des nationalismes, et celle de l'européanité de la pensée d'Arendt, qui lui fait avoir des angles morts par rapport à la question des nationalismes. Voilà. Mais tout ce que vous avez dit nourrit ma réflexion d'une façon tout à fait passionnante et je vous en remercie. Farouk, je te laisse le mot de la fin. On est à 3 minutes. Il faut réactiver ton micro, désolé. Voilà, c'est bon. Merci, je ne maîtrise toujours pas ces techniques. Bon, il est pratiquement 18h30. Je vous recommande bien sûr le livre de Justine et les livres de Yassine Hassaleh qu'on a cités, les 3 livres. Donc, la question syrienne, sortir la mémoire des prisons et le récent Lettre à Samira. Merci de votre présence, merci de votre participation, Catherine, Justine, Yassine. Et je vous donne rendez-vous le 11 avril avec Leila Vignal. Et j'espère que nous aurons encore une séance à la fin du mois d'avril. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, Farouk. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.